La raison pour laquelle l'Occident se comporte de manière si cynique et criminelle est claire. Et Washington et d'autres capitales, d'ailleurs, le reconnaissent depuis peu. Sans sacrifier ses propres soldats, l'Occident peut ainsi faire la guerre à la Russie par le biais des Ukrainiens, une Russie qu'il faudrait remettre à sa place. Le président Biden a même qualifié la situation d'investissement remarquable. Sergueï Lavrov critique rudement l'Occident pour son soutien continu à l'Ukraine en fournissant des armes et en envoyant des mercenaires, y compris des Français. Il affirme que ce soutien empêche une résolution pacifique de la crise ukrainienne et accuse l'Occident de vouloir affaiblir la Russie. Lavrov insiste que l'opération militaire russe lancée en février 2022 n'est pas contre le peuple ukrainien, mais contre un régime criminel à Kiev qui persécute les russophones et viole les accords de Minsk. Il accuse l'Occident de cynisme, de mener une guerre par procuration contre la Russie à travers l'Ukraine, et de profiter économiquement de la situation. Lavrov affirme que les armes occidentales fournies à l'Ukraine sont souvent revendues sur le marché noir, créant des risques pour la sécurité mondiale. Il soutient que l'Ukraine, sous influence occidentale, mène une campagne de nationalisme extrême et de répression politique. Lavrov accuse les États-Unis et leurs alliés européens de cynisme et de mener une guerre économique contre la Russie tout en affaiblissant l'Europe. Il critique également le silence des dirigeants européens face aux actions américaines, y compris les sabotages des infrastructures énergétiques comme Nord Stream. Lavrov dénonce l'utilisation d'armes américaines par l'Ukraine contre des cibles civiles, évoquant des exemples récents de frappes à Belgorod et Donetsk. Il conclut en appelant à la négociation, non pas pour maintenir le régime de Kiev, mais pour résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne. Lavrov critique les plans de paix occidentaux comme des prétextes pour prolonger la guerre et demande à l'ONU de rester neutre et de ne pas participer à des formats de discussion qu'il considère biaisés. Il exhorte les capitales occidentales à reconnaître les erreurs de leur politique avant qu'il ne soit trop tard. Écoutons le discours jusqu'à la fin. Nous en discuterons dans la suite pour en tirer de précieuses leçons qui nous permettront d'aller d'excellence en excellence. Comme d'habitude, votre contribution est vivement sollicitée. Allons-y. Aujourd'hui, nous discutons une fois encore de la situation en Ukraine, alors que l'Occident continue de lui livrer des armes. Et alors que les mercenaires continuent d'affluer dans le pays, y compris des mercenaires français. Nous venons d'ailleurs d'entendre des données actualisées de la part de M. Ebo, représentant la secrétaire générale adjointe du secrétaire général. Nous le remercions des informations qu'il nous a communiquées. Nous le remercions de ses recommandations adressées au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, la majorité des experts impartiaux comprennent bien que le principal facteur qui fait obstacle au règlement pacifique de la crise ukrainienne est le soutien que l'Occident continue d'apporter au régime de Kiev. Et ce, en dépit de sa claire agonie et de son incapacité à atteindre les objectifs qui lui ont été dictés, à savoir infliger une défaite stratégique à la Russie ou, comme l'ont dit d'aucuns récemment, affaiblir mon pays. La réalité est que, en dépit de l'échec complet des forces ukrainiennes sur le champ de bataille, les parrains occidentaux du régime de Kiev continuent de l'encourager avec une insistance maniaque à poursuivre les opérations militaires insensées. Ce faisant, ils affirment de manière mensongère que la chute du régime de Zelensky représenterait une menace existentielle pour les Ukrainiens que la Russie souhaite réduire en esclavage. Pour ceux qui connaissent la genèse de la crise ukrainienne, il est clair qu'il n'y a pas une seule goutte de vérité dans ces affirmations. La Russie a lancé l'opération militaire spéciale en février 2022. Non pas contre l'Ukraine et non pas contre la population ukrainienne, avec lesquels nous demeurons unis par des liens fraternels. Et ce n'est pas un hasard si, après 2014, près de 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Russie. Nous avons dû lancer une opération militaire contre un régime
criminels, jouissant de la plus grande impunité et qui ne souhaitaient pas, en dépit de nombreux efforts déployés au fil des ans, renoncer à une guerre menée contre ses propres citoyens au sud et au sud-est de l'Ukraine, et qui ne souhaitait pas renoncer à sa politique de discrimination totale à l'encontre des Ukrainiens russophones, qui continuent de représenter dans le pays la majorité. Le régime de Zelensky l'a fait non seulement en violation des accords de Minsk entérinés par le Conseil de sécurité, mais également en violation des principes élémentaires de fonctionnement de sociétés civilisées, foulant ainsi aux pieds les droits humains, y compris les droits des minorités nationales tels que consacrés par la Constitution ukrainienne. Les parrains occidentaux du régime de Kiev, qui sont responsables du coup d'État anticonstitutionnel mené à Kiev il y a 10 ans, ont, au fil du temps, mis au pas le régime de Kiev, tout en sous couvert des accords de Minsk, armant l'Ukraine et la préparant à une guerre contre la Russie en secret. Nous le savons aujourd'hui avec certitude grâce aux confessions réalisées par différentes personnalités qui ont directement participé à l'élaboration et à la signature des accords de Minsk et qui ont porté l'approbation de ces accords. La raison pour laquelle l'Occident se comporte de manière si cynique et criminelle est claire. Et Washington et d'autres capitales d'ailleurs le reconnaissent depuis peu. Sans sacrifier ses propres soldats, l'Occident peut ainsi faire la guerre à la Russie par le biais des Ukrainiens, une Russie qu'il faudrait remettre à sa place. Le président Biden a même qualifié la situation d'investissement remarquable et d'autres représentants américains et leurs collègues ont réalisé de telles affirmations. L'administration américaine actuelle, alors qu'elle tente de trouver un accord avec l'opposition au Congrès concernant un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine, fait preuve d'un nouveau cynisme. Nous avons notamment appris, grâce à leurs déclarations, que près de 90% du budget militaire alloué au régime de Kiev par les Américains reste aux États-Unis, vise à développer le secteur militaro-industriel du pays, à moderniser les armements. Les vieilles armes, quant à elles, sont utilisées en Ukraine. La majorité des usines et entreprises ukrainiennes, notamment les entreprises de production de lithium, ont été vendues aux Américains. Les terres arables du pays leur ont également été vendues à bas coût et de manière indéfinie. J'en veux pour exemple le fait que l'organisation Soros ait reçu des terres arables pour y enterrer des déchets des industries chimiques occidentales. M. Blinken, le secrétaire d'État américain, appelle l'attention sur le fait que continuer d'aider l'Ukraine permet de garantir la création de nouveaux emplois aux États-Unis. Il n'est donc pas question de financer une guerre qui a déjà fauché des centaines de milliers de vies en Ukraine, mais de mener des projets commerciaux rentables. Les Européens, et je m'adresse aux Européens dotés de bon sens, devraient enfin se réveiller et comprendre qu'en aidant le régime de Zelensky, les États-Unis font non seulement la guerre à la Russie, mais œuvrent également à affaiblir l'Europe en tant que concurrent économique. Washington a sapé sa sécurité énergétique en provoquant des crises dangereuses dans le domaine économique et social en Europe. Je n'aborderai même pas la question des attentats orchestrés à l'encontre du Nord Stream. Les États-Unis bloquent à tout prix toute entreprise, toute enquête internationale honnête. Et les dirigeants européens, notamment les dirigeants allemands, demeurent docilement silencieux, acceptant ainsi une humiliation publique. Par ailleurs, la majorité des membres de l'Union européenne continue de mettre en œuvre les ordres émis par Washington concernant de nouvelles livraisons d'armement à Kiev, vidant ainsi leurs arsenaux, des arsenaux qui seront ainsi à nouveau reconstitués grâce aux armes américaines. Et pour ce faire, les Européens devront trouver des fonds. Les marchands de mort ne s'ébranlent pas du fait que leurs armes, y compris des armes à sous-munitions ou encore des munitions à uranium appauvri, sont utilisées de manière méthodique,
impitoyable et prémédité pour frapper des installations civiles, comme ce fut le cas lors des frappes contre des quartiers résidentiels de Belgorod le 30 décembre ou encore hier contre des marchés et magasins à Donetsk. Le sang de dizaines de civils ayant perdu la mort est sur les mains et sur la conscience de ceux qui arment le régime de Zelensky, tout en affirmant officiellement que les autorités de Kiev ont le droit de choisir leurs propres objectifs. Nous nous rappelons bien que les anglo-saxons, sans que la moindre nécessité militaire ne le justifiait, avaient bombardé Dresde en février 1945. Nous nous rappelons qu'ils avaient également récemment rayé de la carte les ville irakienne de Mossoul et syrienne de Raqqa. Et aujourd'hui, ils ont trouvé des personnes prêtes à mettre en œuvre leurs instincts barbares. Le fait de fournir depuis des années de manière irresponsable des armes au régime corrompu de Zelensky a une autre dimension dangereuse. Alors qu'il tente de s'enrichir au maximum dans le cadre de ce conflit, des dignitaires à Kiev revendent tout simplement des armes qui leur ont été fournies par l'Occident sur le marché noir. On peut trouver sur le dark web de nombreuses annonces. Il est difficile d'imaginer que les hommes d'affaires occidentaux ne sont pas au courant. L'un des derniers exemples concerne des mitraillettes M16 américaines transmises à Kiev, des mitraillettes que l'on peut acheter en ligne pour des crypto-devises. Bien évidemment, cette situation profite à des groupes terroristes. Des armes se retrouvent ainsi en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ce qui ne fait que déstabiliser des régions au demeurant tumultueuses. Cette situation scandaleuse a pris une telle ampleur qu'il est impossible de l'étouffer. Même les États-Unis ont dû officiellement reconnaître le problème. Dans un récent rapport du Pentagone, il est d'ailleurs question du détournement d'armes, des armes qui étaient destinées aux forces ukrainiennes et qui représenteraient un total d'1 milliard de dollars. Mais je suis sûr que les chiffres sont plus importants. 40 000 armes, y compris des drones et des lance-grenades, n'ont pu être pris en compte, puisqu'aucune inventarisation n'a eu lieu. Je crois comprendre que des responsables américains sont d'ailleurs présents à Kiev pour prendre la mesure de la situation et nous leur souhaitons plein succès. Monsieur le Président, nous l'avons déjà entendu et nos collègues occidentaux le répéteront probablement aujourd'hui, des affirmations mensongères. Si la Russie arrête de se battre, la guerre se terminera. Mais si l'Ukraine cesse de se battre, il en est fini de l'Ukraine. Même aux plus hauts échelons, les États-Unis semblent convaincus du fait que ensuite la Russie attaquera la Pologne, les Pays-Baltes, la Finlande. Que n'inventerait-il pas pour obtenir des fonds du Congrès et des parlements européens en les convainquant de la nécessité d'aider l'Ukraine au détriment de leurs propres citoyens, et ce jusqu'au dernier dollar ou au dernier euro? En exigeant de la Russie qu'elle cesse son opération militaire spéciale, ils comprennent très bien que si cela venait à arriver, alors le régime de Kiev, une fois ses blessures pansées, continuerait d'éliminer tout ce qui est russe. Et l'identité culturelle, historique et religieuse russe qui existe sur ces terres depuis des siècles. Le régime de Kiev continuerait de promouvoir un nationalisme inhumain étranger à la majorité de la population en portant en tant que héros ceux qui ont coté des nazis, ont éliminé lors de la Deuxième Guerre mondiale des centaines de milliers de juifs, de tziganes, de russes, de polonais, d'ukrainiens. La dictature se renforcerait ainsi. Le régime de Kiev continuerait de lutter contre l'opposition et contre toute forme de dissidence. Le nombre de prisonniers politiques ne ferait qu'augmenter et les démocraties occidentales fermeraient les yeux et demeureraient silencieuses avec approbation. Comme c'est le cas maintenant, alors même qu'un citoyen américain, le journaliste Gonzalo Lira, a été torturé à mort par les forces ukrainiennes après avoir publié des articles objectifs critiques vis-à-vis du régime de Zelensky. Qui
a dit ne serait-ce qu'un mot à ce sujet, y compris aux États-Unis. Pas une seule personne. Et aujourd'hui, les délégations occidentales et les représentants du régime de Kiev ne trouveront probablement pas le courage de parler de cette question et de ce nouveau crime du régime de Zelensky et de son équipe. On parlera encore d'agression russe et on affirmera encore le soutien inchangé de l'Occident au régime de Kiev. La lâcheté et les mensonges des parrains du régime de Kiev se sont manifestés clairement lors de la mise en scène qui a eu lieu en avril 2022 à Boutcha. Nos nombreuses exigences de fournir ne serait-ce que les noms de ceux qui auraient été alors soi-disant tués par des militaires russes continuent de faire lettre morte. Nous nous sommes également adressés à maintes reprises au secrétaire général de l'ONU, mais en vain. Il semble qu'il n'ait pas le droit, ne serait-ce que de tenter d'établir la vérité. Et qu'adviendrait-il si l'Ukraine cessait de se battre? La vie de centaines de milliers de personnes que les autorités de Kiev envoient aujourd'hui comme du bétail dans les rues et comme de la chair à canon pour réaliser les intérêts géopolitiques occidentaux, pour les valeurs démocratiques occidentales, soi-disant, serait épargnée. L'Ukraine n'a jamais eu intérêt de faire la guerre à la Russie. Il n'est ici question que des intérêts des anglo-saxons, de ceux qui sont à leur coupe et du régime criminel de Kiev, un régime qui craint sa destruction une fois la guerre terminée. Ce faisant, ils ont saboté les accords de Minsk, éliminant toute chance de réussite en avril 2022 lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont interdit à Kiev d'accepter un accord de paix. Ils ne souhaitent pas la paix aujourd'hui même, alors que le régime de Kiev survit exclusivement grâce aux fournitures occidentales, alors même que les têtes parlantes à Kiev le reconnaissent. La majorité des Ukrainiens commencent à comprendre qui est leur véritable ennemi et qui les a menés par le bout du nez des années durant, annulant ainsi notre histoire commune et suscitant la crainte vis-à-vis de la Russie. Le changement de la Russie au sein de la population ukrainienne est clair sur les réseaux sociaux. En dépit de la plus dure censure qui est appliquée, la vérité se fait jour quant aux conditions de vie en Crimée et sur les territoires ayant récemment rejoint la Russie. En dépit des prévisions des propagandistes de Kiev, les Russes et les Ukrainiens y vivent dans la paix et dans la concorde. Les nouvelles autorités peuvent régler les problèmes de la population et œuvrent à réparer l'infrastructure plutôt que de penser à s'emplir les poches. Le contraste est clair à un tel point qu'il serait inutile de le nier. Et c'est pour cette raison qu'en Ukraine et en Occident, on tente de passer sous silence, d'étouffer cette vérité. La vérité est en effet extrêmement dangereuse, puisqu'elle montre que les Russes et les Ukrainiens peuvent et doivent vivre ensemble lorsque l'Occident ne s'ingère pas dans leurs relations fraternelles et ne les monte pas les uns contre les autres. Et c'est ainsi, en tant que frères et bons voisins, qu'ils vivront une fois les objectifs de l'opération militaire spéciale réalisés, que ce soit par voie pacifique ou militaire. Je le rappelle, nous n'avons jamais refusé les négociations et nous sommes toujours dits prêts à négocier. Ceci étant dit, il ne s'agit pas de négocier de la manière de maintenir au pouvoir les autorités de Kiev et de préserver leur fantasme, mais plutôt de négocier de la manière de surmonter le legs laissé après une décennie de pillage de l'Ukraine et de son peuple. Il s'agit de régler les causes profondes de la situation tragique en Ukraine. Tout autre plan ou formule de paix, des plans et formules que continue de porter le régime de Kiev et ses parrains, ne visent pas à la paix et ne servent que de prétexte pour poursuivre la guerre et pour obtenir des fonds des contribuables occidentaux. Nous regrettons que le secrétariat de l'ONU ait mis en danger sa réputation en participant aux réunions
au format surréaliste de Copenhague. Toutes ces formules nous mèneront dans l'impasse. Et le plus vite Washington, Londres, Paris et Bruxelles le reconnaîtront, le mieux ce sera pour l'Ukraine et pour l'Occident, qui, en menant une croisade contre la Russie, ont déjà créé des risques existentiels et des risques pour leur réputation. Je les conseille d'écouter ces conseils tant qu'il est temps. Je vous remercie. Ce discours de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, présente une position ferme et critique vis-à-vis de l'Occident et de son rôle dans le conflit en Ukraine. Lavrov accuse les puissances occidentales de soutenir un régime à Kiev qu'il qualifie de criminel et discriminatoire, tout en les accusant de mener une guerre par procuration contre la Russie. Il dénonce également le cynisme de l'Occident, qui profiterait économiquement de cette guerre tout en affaiblissant l'Europe. Lavrov appelle à des négociations pour résoudre les causes profondes de la crise, mais reste sceptique quant aux intentions des plans de paix proposés par l'Occident. Je partage avec vous 5 leçons critiques que je tire de ce discours ainsi que leurs applications dans la vie personnelle et professionnelle. Écoutez et partagez avec nous les leçons que vous retenez pour vous-même. 1. Analyse critique des situations. Lavrov critique la désinformation et l'utilisation de mensonges pour justifier des actions contre la Russie, soulignant l'importance d'examiner les faits réels et non les narratifs biaisés. Ainsi, dans la vie, il est très important d'évaluer les situations de manière objective, comme vérifier la véracité d'une rumeur avant de réagir, pour maintenir des relations saines basées sur la confiance et la compréhension. Prendre des décisions importantes, comme choisir entre 2 offres d'emploi, nécessite une analyse approfondie des avantages et les inconvénients de chaque option tout en considérant les perspectives à long terme et la culture de l'entreprise. 2. Résilience face à l'adversité. Lavrov met en lumière les défis et les pressions externes subies par la Russie, tout en soulignant la nécessité de persévérer malgré les adversités. Développer une résilience émotionnelle lors de périodes difficiles, en se concentrant sur ses forces intérieures et en recherchant du soutien auprès de personnes positives est essentiel. Utiliser les échecs et les rejets comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, en analysant ce qui n'a pas fonctionné et en ajustant ses stratégies pour maintenir sa motivation et productivité, est indispensable pour l'évolution dans sa vie professionnelle. 3. Défense de ses convictions. Lavrov défend fermement les actions de la Russie et critique les doubles standards de l'Occident, montrant l'importance de rester fidèle à ses valeurs et principes. Quelle application pour nos vies ? Tenir fermement à ses valeurs dans ses relations et ses décisions, en s'assurant que l'honnêteté et l'intégrité se reflètent dans toutes les interactions. Ne pas compromettre ses principes éthiques pour des gains à court terme, en exprimant clairement sa position face à des situations conflictuelles et en recherchant des solutions alternatives pour maintenir son intégrité professionnelle. 4. Importance de la diplomatie et de la négociation. Lavrov appelle à des négociations pour résoudre le conflit et critique le manque de volonté de l'Occident à engager un dialogue constructif. Quelles applications pour nos vies ? Utiliser la diplomatie dans les conflits interpersonnels, en écoutant activement les points de vue des autres, en exprimant calmement les siens et en cherchant des compromis pour maintenir des relations harmonieuses. Maîtriser l'art de la négociation lors de discussions salariales ou contractuelles, en se préparant en connaissant ses objectifs et en comprenant les besoins de l'autre partie, pour atteindre des accords bénéfiques. 5. Vision à long terme. Lavrov souligne l'importance de ne pas perdre de vue les objectifs à long terme malgré les défis actuels, en appelant à une solution qui surmonte les causes profondes du conflit. Quelles applications pour nos vies ? Fixer des objectifs à long terme pour différents aspects de la vie, comme l'épargne pour un projet important ou le développement de nouvelles compétences, pour rester concentré et motivé. Développer une vision de carrière à long terme et planifier en conséquence, en identifiant les compétences et expériences nécessaires pour atteindre ses objectifs et en s'adaptant aux évolutions du marché tout en restant aligné avec sa vision globale. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci pour votre engagement dans notre communauté et vos mots et gestes d'encouragement. Ensemble vers l'excellence.